Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur 01 TV. Comme chaque jeudi, c'est toute l'actualité high-tech. En 52 minutes, nous vous proposons le 01 Hebdo. Jérôme, bonjour. Bonjour François, ravi de vous retrouver comme chaque jeudi. Au sommaire de ce 01 Hebdo, on va se pencher sur un problème qui nous a bien interpellé, Sonos, la marque d'audio, met au rencard ses vieux produits et ça pose pas mal de questions. On en parle dans un instant. Et puis, on va évoquer un sujet assez complexe mais passionnant, Jérôme. Tout le monde a ce mot en bouche, sur les lèvres, la blockchain. En bouche, c'est le cas de le dire. On va vous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Au service de l'alimentation, on va revenir sur le CES de Las Vegas avec le meilleur du gaming déniché pour nous par Aymeric Siméon. Vous allez voir, ça pète de tous les côtés. Eh bien, dis-moi, ça fait peur comme ça. Et puis les soldes pètent aussi, et c'est avec François Bedin qui va nous rejoindre tout à l'heure. Quels sont les bons plans du moment? C'est dans quelques instants. Enfin, vous n'y couperez pas comme chaque semaine les insolites du web, les produits les plus fous, les projets les plus dingues dénichés par Jordan Cosino. Qui sera là donc à la fin de l'émission. Absolument. Eh bien, c'est et on s'en réjouit. Mais oui, bien sûr qu'on s'en réjouit. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. Comme chaque jeudi, c'est 01 Hebdo sur 01 TV. Bonjour à tous. Oui, bien sûr, on est ravis d'être là. Vous le savez, 01 Hebdo, alors évidemment, première diffusion sur 01 TV le jeudi, mais après, il y a toute une série de multidiffusions tout au long de la semaine pour retrouver donc ce rendez-vous de la tech, à la fois donc sur les box Orange SFR, mais aussi sur YouTube et sur 01nettv.com pour nous suivre. Et chaque semaine dans 01 Hebdo, on vous pose la question, on vous pose une question liée à l'actualité. C'est la question 01 Orange. Alors j'attrape mon téléphone pour voir quelle était la question que nous vous posions la semaine dernière. Sur Twitter, hashtag 01 Hebdo, on parlait de Windows 7 la semaine dernière, François. Et oui, justement, et on vous demandait ce que vous en pensiez de Windows 7. Est-ce que vous utilisez encore Windows 7 ? Eh bien, donc. Le nom est quand même assez majoritaire. Hein. Ouais, c'est plutôt bon signe, puisque vous le savez, Windows 7 part au rencard lui aussi. Il y a beaucoup de rencards en ce moment. C'était donc le sujet d'actu de la semaine dernière. Cette semaine. Il y a peut-être que ma mère qui se sert encore de Windows 7. Windows 7. Oui, elle a un PSO sous Windows 7, elle est très contente. Ça marche très bien. Il faut dire qu'il marche bien, oui, mais il ne va plus marcher puisque Microsoft arrête le support technique. Enfin, c'est pas qu'il ne marchera plus, c'est qu'il sera plus supporté en termes de sécurité, on va dire. Mais il fonctionne toujours. Pour tout savoir, allez donc regarder le 01 Hebdo de la semaine dernière. En effet. Et notre question de cette semaine, Jérôme, on va évoquer la blockchain, puisqu'on va en parler dans un instant. Et oui, la blockchain, derrière ce nom mystérieux se cache une technologie révolutionnaire qui commence à avoir des applications très concrètes, et notamment en matière d'alimentation. Alors ça nous concerne tous, c'est super intéressant, on en parlera tout à l'heure avec notre invité. Et du coup, la question, savez-vous ce qu'est vraiment la blockchain? Eh bien voilà, dites-nous. Franchement, et puis si vous ne savez pas, n'ayez pas honte, dites-nous non, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'après ce 01 Hebdo, vous verrez ça de manière un petit peu plus claire. Bien sûr, d'un autre œil. Notre question donc 01net Orange. Voilà. Et on commence tout de suite par l'actu. Jérôme, on y va? J'allais te le proposer. Allez, c'est parti. L'actu, c'est un petit peu une mauvaise nouvelle. On peut dire ça comme ça? Une mauvaise nouvelle, d'autant si vous êtes un fidèle de Sonos depuis de très nombreuses années. C'est vrai que Sonos, alors on rappelle ce que c'est Sonos rapidement, c'est des enceintes connectées. Ça a été, je pense, les premiers à proposer un écosystème d'enceintes connectées pour avoir du multi-room. Son dans la maison, dans toutes les pièces de la maison grâce au Wi-Fi. Ouais. C'était révolutionnaire à l'époque quand c'est sorti il y a plus de 10 ans. C'est vraiment eux qui ont démocratisé le multi-room, qui ont été copiés d'ailleurs par des tas de marques. Exactement, et petit à petit, Sonos s'est imposé comme étant le meilleur système multi-room du monde. Il n'y a pas à chipoter là-dessus, même s'ils ont énormément de concurrents. Et alors là, cette semaine, cette annonce est tombée, Jérôme, a surpris un peu tout le monde, surtout, tout comme toi et moi, les vieux utilisateurs de Sonos. Ouais. Eh bien, certains produits Sonos qui commencent à dater, vont être bientôt ne supporteront plus en fait les prochaines mises à jour de Sonos. Voilà, Sonos a envoyé un mail en fait à tous ses utilisateurs pour leur dire écoutez, vous avez des vieux Play 5, hein, c'était les enceintes stéréo de première génération, vous avez des vieux Connect, des Zone Player, bon ça c'est des produits, on ne va pas rentrer dans le détail, ces produits qui étaient sortis en 2007, 2009 François, donc c'est vrai que ça ne date pas d'hier, ne seront plus soutenus, il n'y aura plus de mise à jour. Alors il y a le Zone Player original, le Connect et Connect
Amp qui était vendu entre 2006 et 2015, le Play 5 qui est vraiment peut-être le produit le plus populaire, hein, l'un des produits les plus populaires de Sonos, le CR200 et le Bridge aussi, qui était un petit appareil qui vous permettait d'étendre en fait la portée de votre Wi-Fi, qui était sorti en 2007. Concrètement, Jérôme, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai bien compris, eh bien ces produits continueront à fonctionner, mais ils n'auront plus les dernières mises à jour Sonos, qui était un peu la particularité de Sonos, hein, de proposer toujours une multitude de mises à jour, même sur des vieux produits. Voilà, mais dorénavant, les mises à jour ne s'appliqueront qu'aux produits les plus récents. Par exemple, vous voyez à l'image actuellement le nouveau Play 5. Celui-là, il va continuer à être soutenu. Mais les anciens, eh bien, vous aurez le choix entre deux choses, deux possibilités. Soit vous le gardez, et puis il va continuer à fonctionner, mais peut-être qu'un jour il ne fonctionnera plus aussi bien avec les produits récents, avec les dernières versions de l'application, etc., etc. Ou bien d'ores et déjà vous décidez de l'envoyer au recyclage. Et alors là, comment ça se passe? Eh bien, vous prévenez Sonos, ils vous font royalement une offre de 30% pour acheter un nouveau matériel, et ils vont, et ça c'est ça qui est assez étonnant, ils vont bloquer votre appareil ancien. Vous avez 21 jours, dans 21 jours, les Play 5 ancienne génération, si vous avez décidé de les recycler, seront briqués. Vous ne pouvez pas, par exemple, espérer les revendre d'occasion. Ils ne marcheront plus, il faudra les donner au recyclage. En échange des 30% de réduction sur les nouveaux produits, on perd en fait le produit actuel, quoi. Exactement. Bon, après, on pourrait discuter sur cette décision de la part de Sonos. On peut comprendre aussi Sonos, hein, Jérôme. On sait que le monde des nouvelles technologies évolue très très vite. Une enceinte connectée avec un processeur, avec des fonctionnalités réseau, etc., qui a plus de 10 ans et qui aujourd'hui ne supporte plus de nouvelles mises à jour, on peut comprendre aussi la stratégie de ce constructeur. Alors c'est vraiment, oui, d'un côté on peut la comprendre parce qu'ils veulent, comme d'autres, offrir toujours la meilleure expérience, etc. Donc ils savent qu'à un moment, eh bien, ces appareils-là ne fonctionneront plus aussi bien. Et d'un autre côté, et c'est surtout pour ça qu'on voulait aussi en parler aujourd'hui, parce que vous n'êtes peut-être pas utilisateur de Sonos, mais la question qui est posée, elle concerne en fait tous les produits tech, et elle pourrait concerner un jour ou l'autre. Et elle risque de se poser sur d'autres marques de constructeurs. Exactement, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est pour ça que c'est révélateur. Eh bien, ils décident de le saborder. Alors c'est complètement paradoxal parce que Sonos, au contraire, était connu pour sortir peu de produits, des produits qui duraient longtemps, au moins plus de 10 ans, hein, la preuve. Et là, tout d'un coup, eh bien, ils prennent une décision qui est complètement radicale et qui, à mon avis, fera quand même des mécontents. Alors qu'on soit clair, c'est pas pour autant que ces produits qu'on a à la maison, qui ont plus de 10 ans et qui font partie de cette liste, ne vont plus fonctionner. Il faut quand même être clair, c'est un peu comme Windows 7. Hein. Oui, on peut les garder, mais un jour ou l'autre, voilà, ces produits vont continuer à fonctionner. Ils n'auront plus les dernières mises à jour, mais ils fonctionneront, ils bénéficieront pas, peut-être, par exemple, des assistants vocaux ou des dernières mises à jour concernant cela. Et c'est paradoxal, François, parce que plus de 90% des produits Sonos qui ont été vendus depuis la création de la société sont encore en utilisation aujourd'hui. Oui. Donc c'est vraiment, il y a quand même un petit côté, on a l'impression qu'ils ont fait des produits durables, mais finalement, ils se disent, oh là, il y a un problème, ils sont trop durables, les gens vont arrêter d'acheter des nouveaux produits. Est-ce qu'il ne faut pas trouver une solution pour leur forcer la main pour qu'ils renouvellent leurs enceintes? Voilà. Bon, en gros, voilà, si vous avez des produits qui font partie de cette liste, ils ne bénéficieront plus des prochaines mises à jour. C'est pas pour autant qu'ils ne marcheront plus. Ce que Sonos explique aussi, et ça sera peut-être le mot de la fin, c'est que ces produits anciens ne s'imbriqueront peut-être pas aussi bien dans un écosystème avec de nouveaux produits Sonos, parce qu'on sait que la particularité de Sonos, c'est de pouvoir dispatcher le son sur n'importe quelle enceinte comme on le veut. Oui, alors, ils seront plus compatibles avec les. C'est peut-être ça qui ne fonctionnera pas. Mais bon. Voilà pour le chapitre Sonos, mais c'est une info qui est vraiment intéressante en fait, qui est assez symptomatique. Autre sujet d'actu. Eh bien c'est Huawei. Huawei qui a décidé, alors vous le savez, on ne va pas revenir sur toute l'histoire Huawei avec on va dire les contraintes que subit cette marque et ce constructeur vis-à-vis en fait des États-Unis et de l'implémentation des services Google, etc. Ils sont privés de composants et de logiciels américains. Voilà, tous les nouveaux smartphones Huawei qui sortent n'auront pas, a priori, et c'est quasi une certitude maintenant, les services Google. Et donc Huawei essaie malgré tout, tant bien que mal, de trouver une solution. Parce que sans Google, alors autant en Chine, c'est pas un problème parce que ils ne connaissent pas les services Google en Chine, mais on va dire en Occident, là, ça pose un problème. Et donc ils essaient de trouver une solution alternative. Alors ils ont trouvé une solution pour la navigation routière, pour la cartographie. Et cette solution, c'est bien parce qu'elle est européenne. Donc ça fait un gagnant européen, et en l'occurrence la marque néerlandaise TomTom.
Et oui, TomTom qui se substituera donc au service Google Maps. Et oui, dans Google Maps, il y a Google. Et donc Huawei ne peut plus se servir, entre autres, de l'API et du système, en fait, Google Maps. Il fallait trouver une solution alternative qui ne soit pas régie par les États-Unis, et c'est TomTom. Ils auraient pu prendre Apple. Oui. Non, je plaisante. Ça me paraît un peu compliqué. Mais c'est vrai que TomTom est neutre dans cette histoire-là. Bah oui, complètement. Ils ont une offre qui est quand même assez costaud, on va dire. TomTom oui, parce que TomTom a plutôt bien évolué au niveau de l'agrégation des données. Alors là, on vous montre des images de 1938. Ouais. C'est pour vous mettre dans l'ambiance. C'était pour parler des premiers GPS TomTom. Et TomTom, aujourd'hui, c'est des applis. Ils sont énormément intégrés dans les véhicules aussi. Il y a pas mal de services en B2B de TomTom. Et donc, voilà, le prochain service de cartographie officiel qu'il y aura dans App Gallery, qui va être l'App Store de Huawei, eh bien, ce sera TomTom. C'est amusant parce que la guerre chino-américaine, finalement, fait du bien aux Européens. Aux Européens, alors que TomTom, pouvait peut-être se poser des questions concernant son avenir. Bon. Voilà, c'est intéressant tout ça. Voilà, ça c'était pour les sujets d'actu qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui. Et maintenant, on voudrait vraiment vous parler de la blockchain. Alors attention, concentration les amis. Notre invité arrive tout de suite et on va tout vous dire sur la blockchain. Notre invité, c'est Luca Comparini. Bonjour. Bonjour. De la société IBM. Voilà, vous êtes expert blockchain chez IBM France. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous expliquer ce sujet qu'on évoque de temps en temps sur 01, la blockchain. Ce n'est pas un sujet facile parce qu'il y a des enjeux qui sont mondiaux, qui sont très importants. Et expliquer ce qu'est la blockchain, en quelques mots, comment vous vous y prendriez, Lucas? Alors, à quoi ça sert et d'abord ce que c'est effectivement. Pas évident l'exercice, mais je vais essayer. Donc, la technologie blockchain, c'est un registre décentralisé, distribué, partagé. Donc, ça prend du sens lorsqu'on est sur un réseau. On a des choses à se partager et c'est un registre qui a plusieurs caractéristiques. La première, c'est immuabilité. Donc, on ne peut pas effacer des choses, des écritures qui ont été écrites précédemment. Tout ça est dans le cloud? Tout ça, pourquoi pas, est dans le cloud. En fait, il est pas déployé. Forcément. Pas forcément. D'accord. Pas forcément. On ne peut pas effacer, donc c'est très fiable, c'est sécurisé Exactement. À 100%, on peut dire? Oui, on peut dire ça. Deuxième caractéristique, c'est non répudiable. Alors, c'est un peu technique, mais ça veut dire que si moi j'écris quelque chose avec ma propre identité, vous ne pourrez jamais dire que c'est vous que vous avez écrit la chose à ma place. D'accord. Donc, de facto, la blockchain, c'est un notaire digital qui permet de notariser pour toujours qui a écrit quoi, quand. Parce que chaque information, chaque écriture est timestampée à l'instant où on écrit. D'accord, donc ça c'est la théorie, on va dire, c'est l'aspect conceptuel de la blockchain. Maintenant, très concrètement, ça veut dire que ce sont des algorithmes qui sont adaptés, développés par de plus en plus d'entreprises pour toutes sortes d'applications en fait. Ah, effectivement, oui. On connaît la blockchain dès le départ grâce à Bitcoin, grâce aux crypto-monnaies. Oui. C'est un cas d'usage dans lequel on a un réseau de participants où chaque participant a le droit d'écrire sur ce registre. Moi, je transfère de Bitcoin à toi. Et ça, d'un côté systémique, en fait, le réseau Bitcoin fait vivre une blockchain avec des informations qui concernent seulement des transactions financières. Après, qu'est-ce qu'on y fait d'autre? Parce que le sujet, finalement, de registre partagé peut avoir du sens dans plein de sujets différents. On parle de traçabilité alimentaire, ça c'est un sujet d'actualité. On va en parler en détail, oui, dans un instant. Évidemment, j'espère ne pas vous avoir spoilé, mais la traçabilité alimentaire, c'est un sujet dans lequel on a plusieurs acteurs dans une chaîne de valeur. Et la blockchain sert comme outil de partage d'informations pour permettre aux acteurs d'avoir un fil rouge et en fait, de consolider les informations qui concernent l'écosystème. Est-ce qu'on peut prendre un exemple d'un produit Alors, on en a plusieurs. La France est plutôt bien avancée sur ce sujet. En matière de nourriture, en général, on est plôt bien placé. Exactement. On est dans le deuxième pays meilleur au monde pour la nourriture. Vous comprenez d'où je viens avec mon accent. Cela dit, en Italie, c'est pas mal non plus. Effectivement. Si je puis me permettre. Effectivement. Donc, la blockchain et la traçabilité alimentaire, en France, plusieurs références. Donc, on a commencé par Carrefour, Nestlé, donc la mousseline, le lait Gigose. La purée. La purée. Produit iconique en France, le lait infantile, Gigose, plus récemment le saumon, fumé, la berry,
frais, métro. Donc il y a plein d'industriels qui se posent des questions. Mais Lucas, excusez-moi, je vous coupe, mais la purée, par exemple, c'est super, mais ça sert à quoi que la purée soit dans la blockchain? Concrètement, c'est pour nous... C'est très bon, la blockchain en purée. Je pense, mais pour le consommateur, ça sert à quoi? Il y a deux sujets. Le consommateur, aujourd'hui, vous voyez l'émergence de Yuka, le succès de Yuka, se pose plein de questions. L'application qui permet de savoir si les produits sont de bonne qualité. Exactement. Yuka Jérôme fait ses courses avec Yuka, même. Moi aussi, et ma femme également. De plus en plus de personnes aujourd'hui en France. Donc le consommateur moyen, aujourd'hui, se pose des questions. Est-ce que je mange suffisamment bien? C'est bien pour la santé, etc. Donc Yuka donne une vision statique. C'est les ingrédients qui sont dans le paquet, etc. sont bons ou pas selon des algorithmes. Les sujets qu'on traite et les initiatives qu'on a côté blockchain, c'est plutôt des sujets dynamiques, dans le sens où il y a toujours un QR code qui est sur un emballage d'un produit blockchainisé. Voilà, je prends ma purée, par exemple. Vous avez un QR code qui est collé sur l'emballage, qui vous redirige quand vous le flashez sur une page web. Vous rentrez le numéro de lot qui est imprimé sur le paquet. Ça fonctionne également pour le saumon et pour les autres ingrédients. Et qu'est-ce que je peux savoir à ce moment-là? Vous connaissez la provenance des assets, donc des ingrédients que donc vous la purée, avez. Je vais savoir d'où viennent les patates. Exactement. C'est ça. La composition les variétés de pommes de terre. Si c'est du bio, pas bio, si c'est... Exactement, la provenance, la région, dans le cas de la mousseline. Si on prend le saumon, c'est la densité de l'eau, le type d'alimentation, la durée d'élevage, les conditions de... Mais c'est des données un peu techniques, ça, pour le consommateur final. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui dise si c'est bon ou si c'est pas bon, quoi. Je ne parle pas du goût, mais bon pour la santé ou Après, tu peux avoir peut-être des consommateurs curieux qui aiment bien savoir, par exemple, sur leur saumon, où il a été élevé, etc. Exactement. Je pense que c'est deux visions complémentaires. D'une côté, est-ce que c'est bon ou pas bon? Ce n'est pas à la blockchain de le dire. De l'autre côté, la blockchain fait une chose très bien, c'est de tracer la traçabilité. Qui a écrit quoi sur le registre. S'il y a marqué saumon de Norvège, vous me prouvez que ça vient vraiment de Norvège, que c'était du saumon d'élevage ou du saumon sauvage. Si vous zoomez sur la carte qui est sur l'application, vous voyez sur Google Maps les fermes dans la mer. D'accord. Donc vous avez un degré de précision qui est assez bluffante. Et effectivement, ça satisfait le goût et le besoin du consommateur d'avoir plus de transparence. Pourquoi finalement? Pour le rassurer. Donc la blockchain, ça devient un outil de décentralisation de la confiance. La confiance. D'accord. Et c'est vrai que ces informations, par exemple, on ne peut pas les indiquer sur l'emballage du produit parce qu'elles évoluent. Parce que l'emballage est statique. Voilà, c'est ça. Or, la blockchain permet de donner cette vision dynamique. Donc, le filet de saumon qui est dans l'emballage. Le seul truc qui est un peu dommage, Lucas, c'est que je suis obligé de scanner donc, mon QR code et après de rentrer un autre code. Ça aurait été tellement mieux si on avait simplement quelque chose à scanner et que d'un coup on ait toutes les bonnes informations. Alors, techniquement, c'est pas un enjeu technique. Le sujet, vous pouvez le faire par exemple avec le Legigos, où vous flashez le QR code, vous n'avez pas besoin de rentrer le numéro de lot, parce que le QR code porte l'information du produit et du numéro de lot. Le problème, c'est un problème des industriels. C'est-à-dire qu'ajouter des imprimantes et changer les processus industriels lorsqu'ils sont établis, ça a des coûts, c'est compliqué. Et un QR code statique qui référence un produit, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que ça peut permettre de détecter des lots problématiques? Par exemple, vous parliez du lait pour bébé, il y a eu plusieurs fois, heureusement pas trop souvent, des laits contaminés, etc. Ça peut permettre, par exemple, d'arrêter immédiatement la propagation de ce genre de problème? C'est exactement le point de départ de l'initiative Food Trust qu'on a menée depuis plusieurs années. À la base, la sensibilité était aux US sur un sujet de food safety, donc de santé alimentaire. L'objectif de l'initiative, c'était justement d'accélérer les retraits rappels et les rendre instantanés. Or, Walmart, dans les premiers tests qu'ils avaient faits il y a environ 2 ans, ils arrivaient à collecter toutes les informations de la provenance d'une barquette de mangue, mais ça lui prenait 6 jours. Et 6 jours aujourd'hui, dans une crise sanitaire, c'est juste pas possible. Donc on peut imaginer que demain, s'il y a une alerte sanitaire sur un produit ou sur un autre, on reçoive une notification et puis on peut tout de suite savoir si le produit qu'on a dans son réfrigérateur est concerné ou pas. D'une côté, les industriels sont beaucoup mieux équipés pour s'informer l'un l'autre et donc avoir une vision end-to-end d'un processus multi-acteurs. Donc ils peuvent faire ça de façon beaucoup plus fine et accélérée. Après, le next step, c'est de rendre nous tous consommateurs informés
C'est pas le cas aujourd'hui parce qu'une application, on n'est pas identifié sur l'application. Donc l'industriel n'a pas de moyen de nous contacter directement, mais il y a déjà d'autres moyens qui sont imaginés. Par exemple, si l'industriel sait avec quelle carte de crédit le produit a été acheté, on peut imaginer le reste. Alors on voit bien le bénéfice de la blockchain. Malgré tout, on sait que la blockchain, c'est très gourmand en ressources informatiques, donc en ressources énergétiques. Ça consomme beaucoup d'électricité. Est-ce que finalement Le jeu en vaut la chandelle, quoi. Oui. Je vous remercie pour la question. C'est une des questions, un des mythes un peu de la blockchain. Première information, il y a plusieurs technologies blockchain. Les sujets de blockchain énergivore concernent certaines typologies de blockchain, les blockchains qui sont dites publiques, donc dans lesquelles le registre est accessible par tout un chacun. Bitcoin, c'est un exemple. Pourquoi? Parce que pour sécuriser le registre des bad guys qui sont sur Internet, il y a des algorithmes en place qui consomment beaucoup de ressources processeurs et donc d'énergie. Ce qui n'est absolument pas le cas sur les technologies blockchain utilisées dans les contextes industriels tels que la traçabilité alimentaire. La consommation énergétique de la solution n'est pas plus élevée. Qui consomment beaucoup d'énergie, mais pas tellement la blockchain. Et pas malgré tout, pour suivre comme ça les produits agricoles notamment, etc., vous mettez de plus en plus il y a de plus en plus des capteurs partout, de la saisie informatique à tous les niveaux. Ça aussi, ça a un impact notamment environnemental. Oui, peut-être à grande échelle. Après, là, je pense que le jeu en vaut la chandelle, absolument. Parce qu'une chose qui est clé, c'est qu'aujourd'hui, dans le doute, ou en cas de problème et dans le doute, ou si on n'a pas l'information, qu'est-ce qu'on fait? On jette. Et l'objectif, en fait, de collecter autant de données, c'est de rendre les processus plus efficaces, donc efficacité opérationnelle, réduire le gaspillage et informer mieux le consommateur, donc lui donner une vision plus transparente de ce qu'il achète. Alors Lucas, on a eu deux exemples en fait. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué un peu la partie monnaie avec Bitcoin, avec la nourriture. Quels sont les autres axes de développement de la blockchain qui pourraient justement arriver jusqu'au consommateur, jusqu'à nous? Alors c'est un petit peu moins visible par des consommateurs, parce que c'est des sujets un petit peu plus B2B, mais on travaille énormément sur des chaînes de valeur verticales, donc de type supply chain, logistique. Il y a une plateforme qui aujourd'hui fédère 5 des top 6 transporteurs maritimes au monde, où on peut visualiser ou tracer presque 60% des conteneurs qui se baladent dans le monde. Ça, c'est un sujet majeur. Bien sûr. On ne le voit pas directement, mais finalement, on est tous impactés directement par l'efficacité opérationnelle de ce sujet. On a beaucoup de sujets sur tout ce qui est industrie lourde, donc la conformité de pièces par rapport à des cahiers de charges. On a beaucoup de sujets dans l'énergie, dans la banque, dans le secteur public. Bref, partout. Bref, partout. Et voilà, la traçabilité alimentaire, c'est juste la pointe de l'iceberg, la pointe visible pour nous. Bon, alors on a bien compris, la blockchain, c'est l'avenir dans plein de domaines. Mais la blockchain, ça reste quand même un mystère pour beaucoup de gens. Et c'est d'ailleurs la question qu'on vous pose aujourd'hui, la question 01 Hebdo Orange du jour. Savez-vous vraiment ce qu'est la blockchain sur Twitter? Non à 55% pour l'instant. C'est quand même assez partagé malgré tout. Ah oui, ça fait quand même 45% de gens qui vous disent qu'ils connaissent. Je suis surpris par le 45%. C'est peut-être vous, Lucas, qui avez voté tout à l'heure aussi, peut-être. Non. J'ai fait beaucoup de votes. Merci beaucoup. Merci. Lucas, Merci à vous. pour ces précisions. Et rappelons que vous êtes monsieur blockchain chez IBM France, entre autres. Jérôme, on va, alors maintenant qu'on a bien révisé sur la blockchain, on va évoquer le CES de Las Vegas. Nous y étions il y a quelques jours encore. Et on va en parler dans un instant. On va parler de gaming. De gaming avec Monsieur Gaming, Aymeric Siméon, bonjour. Bonjour. Et en plus, alors moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et je vais amener ma pierre à l'édifice sur le monde du gaming, puisque dans la blockchain, on peut aussi on est en train de regarder comment s'en servir dans le monde du gaming, notamment dans le processus de passation de licences achetées sur des plateformes de jeux vidéo. D'accord. Par exemple, Steam. Aujourd'hui, j'achète une clé Steam. Elle est à moi et je ne peux pas m'en déposséder. Je ne peux pas te la donner à toi, Jérôme. Je ne peux pas te la donner à toi, François. Pourtant, je ne joue plus au jeu. Qu'est-ce que je vais en faire? Grâce à la blockchain,
On pourrait faire du transfert de licence, comme l'expliquait Lucas il y a quelques instants. En fait, c'est un peu comme des actes notariés. Donc, on pourrait tout à fait imaginer que, grâce à la blockchain, je puisse transférer ma licence. On pourrait la transférer. Vers, voilà. Et il y a des services qui explorent cette possibilité. Ça pourrait aussi changer le monde du gaming. Donc, la blockchain, effectivement, c'est partout. C'est partout. Très bien. Alors là, on va être un petit peu plus terre à terre, prospectif, faire rêver, avec le CES de Las Vegas, qui évidemment a porté son lot de nouveautés en matière de télévision, en matière d'objets connectés. On vous invite d'ailleurs à regarder 01 TV, puisque on vous propose toute une série d'émissions qu'on a réalisées depuis le CES de Las Vegas, où on vous propose en fait toutes les nouveautés. Mobilité aussi. Mobilité, bien sûr. Et on va évoquer le jeu vidéo, parce que le gaming, c'est quand même un gros morceau aussi du CES, entre les PC, les alliances, enfin les nouveautés Intel, AMD, etc., et puis les écrans, il y a eu pas mal de choses quand même, Aymeric. Oui, alors qu'est-ce que tu as vu de bien ? Alors il y a eu beaucoup de choses. Alors ça a été, moi de mon point de vue de gamer, ça a été un CES plutôt sage. Voilà. D'accord. Parce qu'en fait, on a eu la confirmation d'un certain nombre de technos qui vont arriver. Et puis, il y a eu finalement pas beaucoup de grosses annonces qui t'en mettent plein les yeux, mais des choses vraiment finalement très pragmatiques, des choses qu'on va avoir très vite, très rapidement. Il n'y a pas eu vraiment d'ultra projection, mais plus de on va arrêter, on va faire rêver, mais quand même avec des choses sur lesquels on va pouvoir mettre les petites mains bientôt. Alors les premiers, typiquement, ça a été les ROG Zephyrus G14 d'Asus. Alors c'est un nom un peu... Oui. Merci. Alors c'est un 14 pouces qui ne ressemble pas du tout à un 14 pouces de jeu. Et qui, comme on peut le voir à l'écran, a la particularité en plus d'avoir un écran qui est séparé en deux. Et au dos de l'écran, il y a à peu près 1200 petites LED qu'on va pouvoir animer et faire apparaître un logo. Mais on va aussi pouvoir avoir des petites informations sur la charge de la batterie, etc. Alors, ça peut paraître gadget, mais... C'est ce que j'allais dire, c'est... Tout à fait. Mais on est dans l'univers du gaming, donc on est un peu dans l'ostentatoire quand même. Bien sûr. Mais néanmoins, mais néanmoins, alors ce sera une option, mais on va pouvoir, par exemple, d'un simple coup d'œil, on va pouvoir avoir des notifications mail qui vont pouvoir s'afficher. Ça va être possible. On va pouvoir programmer en fait à quoi c'est sur le dos c'est de l'autre côté. Oui, mais quand il sera fermé, ça marchera quand même. Et ben voilà, on n'y avait quand il pas est fermé. pensé. Et voilà. Ça. Voilà, donc votre ordinateur est en veille grâce à... il y avait déjà eu des choses comme ça, c'est pas Lenovo qui avait sorti quelque chose comme ça. Alors, moi, ça m'a rappelé un vieil HTC. Un truc sur la tranche, etc. Il y avait un vieux téléphone, c'était le HTC One M8, je crois, qui avait sa cover, et quand on la fermait, il y avait comme ça des petites dots sur la cover, et qui affichait l'heure, la météo, etc. etc. Sur la tranche aussi. Aussi sûrement, voilà. Donc moi, ça m'a rappelé ça. Alors, la machine ne ressemble pas vraiment à une machine de gaming, et c'est aussi ça que j'ai apprécié, c'est-à-dire qu'elle est assez sobre. On va pouvoir s'en servir aussi bien sur un open space que pour jouer. Il n'y a pas des LED partout, elle ne fait pas du bruit quand elle démarre, etc. C'est pas Alienware, et c'est pas... Oui, encore que les machines Alienware, ça va, elles se sont un peu assagies, mais récemment, là, on a eu des machines. On a eu une machine, je vous invite à aller voir la vidéo, c'est l'Helios 700 de Predator d'Acer. Ouais. Quand on l'allume, ça crie, ça fait de la lumière. Enfin, c'est épouvantable. Enfin, pour faire une session de jeu la nuit en toute discrétion, alors que la maison dort, c'est fichu. C'est fichu. Enfin, on peut pas faire ça. Donc le Zephyrus, et la particularité de ce Zephyrus, c'est qu'il a un processeur AMD, parce qu'aujourd'hui, parce que pour ce CES 2020, AMD était partout. Ils ont été vraiment omniprésents. Intel était là aussi, mais a fait un peu moins de bruit. AMD était partout, et tous les briefings qu'on a pu avoir, c'était alors dans de nouvelles machines, on va avoir les nouveaux processeurs AMD, donc les Ryzen 4000 qui vont arriver. C'est rigolo cette résurrection d'AMD pendant des années. Alors ça fait un moment quand même qu'ils travaillent à leur résurrection. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui ne savent même pas ce que c'est qu'AMD. AMD, on rappelle c'était quand même... C'est le concurrent principal d'Intel. d'Intel sur les microprocesseurs, une sorte de puce. Et il y avait un temps, et qui font aussi des cartes graphiques. La bataille des processeurs. Ça d'ailleurs, AMD a été d'ailleurs le premier fondeur pour le grand public à sortir, parce qu'à l'époque ils fondaient encore leur processeur, une puce avec vraiment 2 cœurs physiques sur le même, alors qu'Intel était encore à un cœur. Et un cœur physique et un cœur logiciel, donc on appelait l'hyperthreading, ça existe toujours, mais voilà. Bon, on va pas rentrer là dans les dents, on va pas vous faire l'histoire du processeur, parce qu'il y en aurait pour quelques temps quand même. Donc voilà, donc ça c'est l'émission, écoute, l'histoire de la blockchain, tu lui reviendras nous faire l'histoire du processeur. J'allais proposer qu'on fasse une émission, les archives de la tech, ça pourrait être super rigolo. Voilà. 1971, le premier processeur. Alors puis il tenait pas, l'ordinateur qui le... l'ordinateur, mais le processeur. Le processeur qui puis même... 4004 de Intel. Ouais, et il était assez... Enfin bref. Alors on revient au CES. Oui. Donc il y avait les ROG d'Asus, donc très sympa, on les attend pour le mois d'avril. Arrivé dans le commerce, mois d'avril, à partir de 1 400 €.
Toujours dans du gaming, toujours chez Asus. Alors, j'ai pas fait exprès, mais Asus et Nvidia ont annoncé le premier moniteur pour gamer à 360 Hz. C'est-à-dire que la dalle est rafraîchie 360 fois par seconde. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Eh bien, les joueurs de jeux de tir à la première personne, dit FBS dans le jargon, vont, à mon avis, saliver devant cet écran parce qu'en fait, c'est pour la réactivité d'image, pour avoir une précision dans les mouvements, etc. Plus il y a de hertz dans la dalle, mieux c'est. Plus c'est smooth. Voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir une vraie fluidité de mouvement. C'est-à-dire qu'entre un 60 Hz, donc, où l'image est rafraîchie 60 fois par seconde, et un 360 Hz, où l'image est rafraîchie 360 fois par seconde, autant vous dire qu'on va sentir un petit peu la différence. En tout cas, on va peut-être pas la sentir, mais on va la voir. Et ceux qui sont passés d'un vieil écran 60 Hz à un écran 144 Hz récemment, en l'achetant dans le commerce, déjà, à mon avis, ne me contrediront pas sur le fait qu'on sent la différence. On sent la Évidemment, différence. là, on ne peut pas la voir, la différence. Non, on ne va pas la voir, mais on peut la voir, mais c'est plus du ressenti, vraiment. Et puis voilà. Et donc ça, c'est pas mal. Bon, on n'a pas de prix, on n'a pas de date d'arrivée. Mais on nous a assuré que de toute façon, bon, ce ne sera pas à la portée de tout le monde, on s'en doute, mais de deux, que ça allait arriver vite, donc on les attend. Toujours sur les écrans, j'en ai un énorme à vous proposer, c'est un Acer 55 pouces 4K. Et oui, et c'est un moniteur de PC, mon bon monsieur. Ça ressemble à une télé, mais ça n'en est pas une. Surtout quand tu l'as devant le nez comme ça, là, tu es obligé de faire comme ça pour voir tout l'écran. Oui, mais François, c'est pour jouer à la console. Mais bien sûr. Pour jouer au PC avec une manette sans fil, c'est pour ceux qui ont envie de s'en mettre plein les yeux, qui n'ont pas envie d'avoir une télé. En fait. Mais c'est ça, en plus, il ressemble vraiment à une télé. Alors, il s'appelle CG 552K. Il sera vendu 2700 €. C'est plus cher qu'une télé quand même. C'est plus cher qu'une télé, ouais, mais c'est parce que tu vas avoir une 4K Quelle différence OLED avec une télé 120 Hz. D'accord. 4K OLED 120 Hz. Déjà là, il y a. Oui, Alors, quelle est la différence avec une télé? Ouais. Eh ben, t'as pas de tuner TNT. Donc, tu n'es pas obligé de t'acquitter de la redevance télé. Donc, si tu as envie de t'acheter un gros écran juste pour regarder et puis connecter ton PC pour regarder Netflix, etc., ça peut remplacer ta télé. Oui, tu peux, oui, bien sûr. Oui, donc ça, c'est ce que tu as en moins. Mais qu'est-ce que tu as en plus? Ah, bah, qu'est-ce que tu as en plus? Je Déjà, pense que tu dois avoir le 120 Tu payes Hz. plus cher et tu en as moins. Je pense que tu n'as pas du 120 Hz. tu n'as pas sur du les 120 télés, Hz nécessairement sur ta d'accord, télé. ok. Et puis surtout, tu as du DisplayPort et de l'HDMI, ce que ne propose pas ta télé. D'accord. Donc, pour le DisplayPort, c'est pas mal pour les jeux PC notamment. Ça permet de pouvoir envoyer justement 120 Hz. Ce qui est bizarre, c'est la Sur technologie OLED qui n'est pas forcément compatible avec le gaming. On sait que c'est une ça. techno Ça a de la qui peut rémanence. marquer, Ouais, etc. ça a de la rémanence, C'est etc. étonnant de la part C'est un d'Acer d'avoir pris cette techno. Je pense que c'est vitrine, hein, on va Oui, pas se bien mentir, sûr. c'est un écran vitrine. Je pense qu'il y a un intérêt, notamment pour tout ce qui est jeux console ou jeux sur lesquels ça va aller vite et où finalement l'interface, il n'y a pas ce qu'on va appeler une UX fixe, hein, comme sur beaucoup de jeux PC, où il n'y a pas d'interface superposée, où ça bouge, etc. tout le temps. Bon, ça peut avoir son intérêt. Voilà, après lequel, je suis sûr qu'il y a un public pour ça. C'est peut-être une tendance, c'est peut-être des choses qui Ah arrivent. ben, je te le confirme, il y a une tendance. Je te le confirme, une tendance. Ouais, on fait des écrans de PC de plus en plus grands qui peuvent même remplacer nos télés. Très bien. Voilà. Et Quoi puis, d'autre? toujours dans les écrans, toujours. Et puis après, promis, je vous lâche avec mes écrans, parce que j'ai d'autres PC, tout ça. Il y a Samsung qui a sorti le G9 Odyssey. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est quand même magique cet écran. On a l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Il est courbé, 49 pouces. Oui, il est incroyable. Voilà. Il fait du 5120 par 1440. Un peu bizarre comme définition, mais ça permet de pouvoir ne serait-ce que d'avoir deux belles images l'une à côté de l'autre. C'est du 32/9e. La courbure, c'est du 1000R. Et en fait, Samsung assure que c'est tout à fait adapté à notre angle de vision. C'est-à-dire c'est ni trop courbé, ni pas assez. C'est pile poil l'angle. Alors je crois qu'on a 104 degrés. Je suis plus très Il est sûr, beau, mais hein. je crois que c'est ça. Ouais. Et il est super beau. Oui, ça s'adapte en fait au champ de vision. Ouais. Hein, Voilà, c'est ça. Donc celui-là, ça va être le modèle le plus gros, 49 pouces, plus de 1000 €, on le suppose. Et pour ceux qui ont envie d'avoir un petit peu moins grand la maison, sachez qu'il y a des G7 en 27 et 32 pouces qui seront aussi commercialisés. Là, on estime premier semestre 2020. Et puis enfin, je ne pouvais pas ne pas vous parler... Là, c'est bon, c'est un bon prétexte pour divorcer, ce truc-là. Hein. Oui, là, je pense que alors c'est Là, ça. c'est ça. Chérie, l'écran arrive, merci beaucoup. C'est soit Gros la vie de bisous. couple, soit l'écran courbe. Hein. Ouais, Ouais, ça, et puis c'est- t'imagines, pas si tu faire en les mets deux. deux. Quoi. Enfin, bon, Ah, si enfin, t'en bon. mets deux, alors là, c'est mort. Voilà, c'est ça. C'est cuit. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce que moi, c'est mon produit coup de cœur du CES. C'est le NUC Ghost Canyon d'Intel. Voilà, on a dit tout à l'heure, ils n'étaient pas là, mais en fait, si, ils étaient là. C'est pour moi le mini Quand PC tu dis du les NUC, futur. c'est pas un seul mot. Hein. C'est le NUC. Le NUC. Voilà. NUC, Voilà, NUC, c'est ça. Parce que les NUC, Ghost c'est autre chose. Canyon C'est d'Intel. complètement autre chose. C'est complètement C'est ça, Ok, oui, tout à bah, fait, ça n'a rien à voir. Alors pour le coup, lui, il lui manque rien.
C'est ça. Voilà. Exactement. Oh, joli. Pas mal. On n'a pas répété avant, donc Elle est très très belle. elle est pas mal. Donc à l'intérieur de ce petit boîtier, ce qui est assez magique, c'est qu'en fait, le boîtier en lui-même, il n'y a rien dedans, à part une toute petite carte sur laquelle il y a Linux, deux. c'est tout petit. Moi, je portes pensais que PC. justement, si c'est Ah, tout mais petit, celui-là, on a il est rien gros, dedans, mais parce que tu vas pouvoir le faire évoluer. C'est un gros Aujourd'hui, voilà, c'est un gros nuque. Le problème des nuques, c'est qu'aujourd'hui, niveau évolutivité, c'était pas tout à fait ça, en fait. T'achetais ton nuque, à part changer la mémoire et le stockage, tout ce que tu pouvais faire. Là, à l'intérieur de ce nuque-là, va venir se caler, voilà, ce qu'on voit là à l'écran, une carte qui, en fait, contient le processeur, la mémoire, et le mais c'est le fameux processeur graphique d'Intel? Non, t'es pas loin. Mais voilà, non, pour l'instant, non. Mais voilà, et ça, c'est une carte qui s'appelle le Compute Essential chez Intel. Donc en fait, c'est comme un petit PC, mais sous forme de carte qu'on va venir plugger dans ce boîtier et à côté de laquelle, de laquelle on va pouvoir mettre une vraie carte graphique. Et là, c'est 100% évolutif, mon monsieur, parce que la carte graphique, tu pourras la changer. Et Intel a prévu de sortir tout un tas de plateformes sous forme Essential. C'est-à-dire que c'est du composant, c'est un processeur de PC portable qui est à l'intérieur, c'est de la RAM pour PC portable, mais c'est toi qui choisis ta RAM, ton SSD. Tu vas pouvoir choisir ton processeur aussi. Il va y avoir différents types de cartes qui vont arriver. Les cartes vont toutes avoir le même format. Donc, plus les générations de processeurs vont passer, plus on va pouvoir le faire évoluer. Form factor. Ouais, mais tu as vu, c'est tout petit. Donc, c'est vraiment le PC gaming du futur. On va pouvoir tout changer. Et, bien évidemment, Intel prépare l'arrivée de sa carte graphique aussi avec ça. Carte graphique, il a d'ailleurs montré partiellement au CES, ça s'appelle le DG1, et je vous recommande d'aller voir l'article qu'Adrien Branco a fait sur... Puisqu'il était sur place. Tout à fait, et on a eu l'exclusivité française, on a été les seuls à pouvoir la voir en France. Magnifique. Ça, c'est beau. Voilà. Bravo. Donc allez le voir, le papier, c'est très intéressant, et ça, c'est très bon augure sur le retour d'Intel dans le monde du graphisme. Voilà. Tu nous as bien fait saliver, Mike, là. Bah ouais, tout si ça, vous aimez les jeux vidéo, moi je suis là pour ça. Tu n'es pas voilà. je sais, Alors je après, sais. on ne peut pas forcément se les acheter, moi le premier. Hein. Mais au moins ça juste fait le rêver, prix, là, c'est chouette. bien sûr. Le prix du NUC bien Alors pour en l'instant, bonne config, on a une l'a idée pas, ou pas? Mais néanmoins, moi je table sur un 1000 €. Je pense que si... Avec tout? En tout cas, avec le pros, D'accord. avec un pros bien boosté, etc., je pense qu'il y aura des versions moins chères, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un processeur à 18 000 cœurs pour se faire plaisir dans les jeux vidéo. Non, c'est sûr. C'est bien connu. Mais non, pas besoin d'avoir beaucoup de cœur pour se faire plaisir. Non, un C'est seul beau. suffit. C'est tellement romantique tout ça. Ça dépend de la taille. Plus les gros, mieux. Mais bien sûr. Voilà. Émeric, tiens, 16 tu parlais de choses quand même assez onéreuses quand même, mais tu sais qu'il n'y a pas que les trucs chers dans Mais il y la a vie. des soldes, il paraît. Il y a aussi c'est les soldes en ce moment. Vous avez vu les transitions, là on est au top du top Ouais. quand même. Et, Là, et on n'a Vous avez toujours vu, pas répété quand même. Et on n'a pas répété, c'est ça, on faut fait quand ça, même le mais comme mentionner. ça from scratch. Tranquillé. C'est ça qui est beau sur 01 TV les amis. Et tout de suite, Mister Sold est là, c'est François Bedin. Et il a son petit jingle. François qui avait mis son plus beau suite ce jour-là hein, pour Tout à fait. le petit Pour faire le jingle, Ouais, il jingle. faut vraiment sortir les plus beaux vêtements. C'est ça, Mister Bon Plan à 01net.com. Et François donc, Bedin. les soldes, effectivement. Donc, Et ce on qui est en nous plein intéresse, c'est les Parce que soldes. là, nous sommes à mi-parcours. Et oui, Ça dure 4 semaines. Et Ouais. là, donc, on a presque terminé la deuxième semaine. On entame même la troisième semaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos des soldes? alors on va s'intéresser qu'à l'high-tech. Hein, évidemment, Bah oui, parce que là, on parle pas de commencer, chaussures, chaussures, de trucs comme ça, de maquillage tapis. et tout ça. François, Ouais, c'est pas son Donc, sa spécialité. Donc là, il y a 4 semaines de soldes, autant dans les magasins physiques que sur les sites de e-commerce. Mhm. Et c'est quelque chose qui, normalement, est très encadré, puisqu'on ne peut pas normalement utiliser le terme solde pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment dans la période des soldes qu'on doit utiliser le mot solde. On doit indiquer quel est l'ancien prix et quel est le nouveau prix. Donc les constructeurs, les sites de e-commerce ne peuvent pas faire n'importe quoi. N'importe quoi, c'est Néanmoins, contrôlé en plus. c'est censé être contrôlé. Il Ouais, faut c'est- toujours quand même se méfier aussi parce que il y a des sites qui seront peut-être amenés à gonfler artificiellement le prix de leurs Non, mais produits il y en a qui font pour ça. ensuite faire croire. que c'est Non, moins c'est cher. pas vrai, ça existe encore, ça, François. Ah, ça suffit. Mais dénonçons-le. Ça existe. Dénonçons-le. Ça existe Faut encore. Donc, éradiquer là, les faux prix barrés. la solution elle est très simple, c'est en fait d'aller voir aussi sur d'autres sites, Et bien sûr, de ne pas de hésiter voir, à bien comparer les prix pour voir si vraiment on y gagne ou si on n'y gagne pas. François, moi j'avais une petite question parce que avec ces Black Friday, ces Bien sûr. Blue Monday, ces ventes Pink privées. Saturday, Les ventes privées. enfin, Si, Pink les Saturday, ventes c'est autre chose. privées, Ouais, il y a les c'est ventes privées Cyber aussi. Monday, Ouais, c'est- Cyber Monday, Ouais. enfin tous ces trucs-là Bref, à avec quoi un ça D à la sert les fin. soldes? Est-ce que le solde a toujours un sens? Alors, les soldes ont encore un sens, effectivement, mais moi, ce que je constate, c'est que assez souvent, les sites essayent, en fait,
je vais dire ça peut être un peu méchant, de refourguer des vieux produits. Oh En gros, c'est les trucs qu'on n'a pas pu vendre. Ah bah tiens, on va essayer de les repasser. On parlait tout à l'heure des vieux Sonos là, qui sont plus mis à jour. Non, mais par exemple, vont il faut pas être être en très solde, méfiant. quand Par même. exemple, quand on achète des produits Apple, parce que souvent, c'est pas le dernier produit Apple, mais c'est la génération précédente. Alors ça peut être intéressant aussi. Oui, Ouais, ça peut être une bonne affaire on aussi. peut effectivement avoir un truc sûr. très très bien pour un prix vraiment intéressant. Mais faut pas se faire d'illusions en disant ouais, je vais avoir par exemple le tout dernier iPhone à moins 50%. Donc c'est un peu la différence avec le Black Friday, hein, qui est juste avant les fêtes. En général, c'est des ristournes sur des produits très récents. Alors D'accord. oui et non, mais il y en a plus. Il y en a déjà beaucoup plus, on va plus. dire. Il y en a déjà beaucoup plus. Alors que le solde, c'est vraiment du déstockage. Il y a Voilà, ces on discounts fait qui disent beaucoup. bon, En qu'est-ce tout qu'il cas, nous reste dans les en tout cas, il y a hangars. beaucoup de déstockage. C'est ça. Et Oui. puis en termes de réduction, on est plus entre du moins 10 à du moins 30. Donc quand on voit des fois des gens qui annoncent du moins 80, c'est quand même extrêmement rare. Enfin, moins 80% sur le Moins prix. 80, Ah oui, c'est- 80%, ça fait beaucoup quand même. ça fait beaucoup. Bon, bientôt, on va vous donner de l'argent pour prendre des trucs sur Internet. Mais, Mais néanmoins, on peut ça vaut trouver- le coup ou pas quand Alors, même oui, Il y a des, oui, il y a des, il y a oui, de bonnes si on, affaires à cherche, faire. si on cherche bien, on peut trouver des choses intéressantes. Par exemple, moi j'ai vu, c'était ce matin, j'ai vu une télé Samsung, une télé QLED de 65 pouces qui coûtait au départ 1999 € et que la Fnac fait à 1599. Donc 400 € quand même d'écart, C'est pas mal. c'est peut être intéressant. J'ai vu aussi, alors c'est peut-être pas le PC portable, ultra portable le plus récent, mais on peut avoir une petite configuration très sympa à 400 €. Ce qui est vraiment aussi un prix. Un PC à extrêmement- 400 €. Un ultra portable Ah ouais. avec par exemple du Core i5, 8 Go de mémoire, un SSD de 256 Go. Emery. Donc quelque Ouais, chose c'est Mister qui permet au moins de Mister faire tourner le PC. truc. C'est Ouais. pas les portables avec pas assez de mémoire, avec Ouais. juste 64 C'est Go quelque chose qui tient la stockage. route quand C'est même. un truc qui va tenir la route. C'est pas une machine de gamer non plus, mais c'est quelque chose qui est relativement polyvalente et qui va permettre au moins de faire la plupart Bien des sûr, tâches sans de faire problème. la- de faire la 400 blague, € quand même, comme on c'est dit. vraiment pour investir. Ouais, c'est pour un c'est intéressant. collégien. Mister pour- PC, tu peux t'adresser à Mister Solde. Sans aucun Ouais, problème. non, mais je Ah, pense mais qu'effectivement, moi qui est mais au ça courant c'est des- ça c'est vrai. Enfin, ce que dit François est tout à fait vrai. On va pouvoir trouver des machines qui ne seront pas forcément les dernières générations, mais qui sont quand même équipées de puces Bien sûr. ou de quantité de mémoire, stockage, etc., Mhm. qui sont tout à fait honnêtes. Et voilà. Et les soldes, il faut quand même se rappeler qu'à la base, historiquement, on soldait les stocks. Ouais, On ne peut en solder que les stocks et surtout les marchands sont libres de stocker de déstocker ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent Alors, bien sûr, c'est encadré, etc. Mais à la base, ça sert à ça, les soldes. C'est un peu écrémer tout ce qu'on a dans le fond de l'entrepôt parce que Voilà. ça prend de la place. Ils n'ont et- pas le droit de faire venir spécialement des produits. Il faut que ce soit des produits qui étaient déjà en vente avant et qui étaient déjà effectivement en stock au D'accord. préalable. Mais par exemple aussi, j'ai vu une télé UHD 4K Samsung de 43 pouces à seulement 351 €. Donc c'est aussi, voilà, Waouh. Ah oui. c'est pas mal. Bon, il faut Et- bien regarder les configs, hein, Voilà, aussi bien pour et les puis télés j'ai vu que pour les aussi, PC, quoi. alors bon, ça Émeric pourrait mieux en parler que moi, mais un portable pour gamer, un Asus ROG 15 pouces, qui était un truc qui était au départ vendu 2499 parce que c'était une configuration très Haut de très gamme, haute. ouais. Et là, sur Amazon, on pouvait l'avoir à 1679. Alors certes, ça reste encore très élevé, mais il y a quand même un différentiel de prix qui est non négligeable. D'accord. Voilà, c'est intéressant. Alors, bien Alors- sûr, oui. Alors, les deux trucs que je voulais dire, c'est déjà petit 1 sur le site 01net, évidemment, on en parle et on fait donc Voilà. Il y a les des meilleures affaires. sélections, on évidemment. fait des bons plans, on fait aussi on a aussi une page complète qui est une espèce de bilan de ce qu'on peut trouver D'accord. chaque jour. Et aussi, il faut toujours se méfier, évidemment, d'aller plutôt sur des sites de confiance, c'est-à-dire les sites qu'on connaît, les Fnac, les boulangers, les Cdiscount, etc. Et toujours méfiance au niveau du marketplace, parce que le problème du marketplace, c'est-à-dire des vendeurs tiers, c'est qu'on trouve tout et n'importe quoi. Donc, on peut aussi voir des produits qui semblent pas chers Et oui, on et est retomber chez- sur des trucs mais catastrophiques, et surtout avec des problèmes de livraison ou de service après-vente. Donc, toujours Faut bien bien regarder le regarder vendeur. si c'est marqué vraiment, par exemple, expédié et vendu par Cdiscount, expédié et vendu par Amazon. Donc Et là, fait- au moins, on est sûr. Et le problème, c'est que je trouve que maintenant, sur les sites internet, C'est de plus en C'est plus de moins en trouble. moins Voilà, clair, ça bien commence sûr. à être voilà. Exactement. Et faites attention aussi à un autre truc où on peut se faire avoir, c'est l'occasion, parce que de temps en temps, certains marketplaces sont un peu flous sur l'occasion, le neuf. On peut se dire, tiens, c'est un super prix, etc. On clique dessus et on se retrouve avec un produit qui est reconditionné
reconditionné Voilà, ou je alors rajoute d'occasion. justement le reconditionné, qui est Ouais. encore un autre cas de figure. Et le problème du reconditionnement, c'est qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Il y a des très bons reconditionneurs, et puis on a certains, évidemment, qui font du mauvais boulot, mais ça, on ne peut pas le savoir. Merci. Très François bien. Bedin, ce sera le mot de la Merci. fin. Merci beaucoup à tous les deux, Aymeric Siméon, François Bedin. Et on va tout de suite enchaîner avec celui que vous attendez toutes et tous. Ah, bien entendu, pour découvrir les choses les plus insolites, les plus incroyables, les plus folles qu'il a Mesdames, messieurs, il dénichées est là. pour nous, notamment sur les sites de financement participatif. J'ai nommé Jordan Cosino. quel accueil. Bah, Hein j'ai vu, Ouais. je vois ça, Quand mais même, quel Franchement, plaisir. On t'a déroulé le tapis rouge. Ah bah là ouais, c'est gentil, si 2020 c'est comme ça tout le temps, avec grand plaisir. Bon, comment ça va? on met la barre haute et après ça On redescend. redescend, ouais, peu. voilà, oui, ouais. je me doute. Après, ce sera bon, Jordan, tu viens là Oui, tu te dépêches? Bon. Jordan, ta petite sélection. Oui, exactement, j'ai fait un peu le tour, je me balade sur Internet quand j'ai un peu de temps, c'est-à-dire beaucoup de temps, sur, Oui, c'est ce sur qui se dit. oui, pardon. sur Internet, et je trouve des choses un peu sympas. Et à commencer par ce petit objet, vous allez voir, petit c'est le cas de le dire, s'appelle le Zanko Tiny T2, on va le voir en vidéo. Qu'est-ce que c'est? C'est le plus petit smartphone du monde. Quand je dis plus petit, là on n'est pas sur, on est vraiment sur un truc très petit qui fait la taille de 2 pièces. Apparemment, ça fait rigoler. Bah ouais, ça fait Mais ça beaucoup fait rire. En rigoler, fait, c'est ouais. juste ça, hein. C'est juste On quelque voit chose de juste des très gens drôle. Il est rigole, trop quoi. tellement petit qu'on On le voit pas. Voilà, c'est Ah. ça. De Zanko, donc voilà, Mais attends, le mais ça smartphone. marche, ça? Alors oui, ça fonctionne. Le truc étant que déjà qu'avec un iPhone, j'arrive pas à taper les lettres comme il faut. Alors avec ça, avec mes gros doigts, je pense que le SMS que je t'envoie, il est pas très clair. Là, t'es mort. Mais tu peux le mettre à tes clés, voilà, notamment. Tu peux l'offrir à quelqu'un que t'aimes pas. Non mais, non, tu vois, il est vraiment ridiculement petit. Tu vois, une petite pièce d'1 euro. Le truc est tout petit. Je vais vous donner un peu des specs. Ça a 32 gigas de mémoire, mais en même temps, tu vas pas télécharger Non. des applis dessus. Bien sûr. Voilà, on va pas regarder Non. Netflix là-dessus. Snapchat, ça marche pas bien là-dessus. Non, Snapchat pas foufou. Il y a quand même un appareil photo. Il y a un appareil photo. dessus. Ouais, alors attention, vous êtes prêts en termes de Ouais. définition? On est sur 0,3 mégapixels. Oh pétard. Donc c'est-à-dire que je vous prends en photo, je sais plus qui est Jérôme, je sais plus qui est François. Non, c'est sûr. C'est le problème. Et puis même en plein jour, t'as l'impression que c'est la nuit. Alors oui, oui c'est l'avantage. ça. Là on parle mais souvent ça des pixel phones qui font des photos incroyables en nuit. Bon bah voilà, ça sera pas ça. On parle beaucoup de 4G, de 5G, lui il s'en fout, il fait que de la 3G. Voilà, Mais oui. sachez-le. Parce qu'après tout, Ça sert à quoi? c'est surfait la 4G et la 5G. Mais bien sûr. Mais voilà, je trouve ça assez C'est déjà aberrant. pas mal, 3G. Oui, après tu as des petits jeux dessus quand même, hein. Là on va le voir un peu plus tard peut-être dans les images, mais tu as des petits jeux, tu as Doodle Jump, gros jeu de l'époque, tu as plein de... Et tu peux passer un coup de fil. en Et vrai. alors, sur le papier il fonctionne, après il n'est pas encore sorti, ça D'accord. coûte, bon, c'est pas, le prix actuellement n'est pas intolérable, mais après un peu plus, ça coûte pour l'instant 60 $, ça fait quand même cher la blague, et ça sortira au prix de 130 $ en avril 2020, D'accord. c'est pas donné. Ils ont quand même récolté 40 000 €. hein. Mais enfin, le pourquoi du comment, c'est. Bon, c'est dire on a fait un téléphone petit, il y a clairement rigoler, pas. quoi, Oui, là c'est d'accord, un défi ouais. technologique, je pense. Enfin, Ok. technologique. On n'est pas non C'est plus sur. c'est rigolo parce que il y a quelques années, en fait, la course à l'innovation Ouais. chez les constructeurs de smartphones, c'était de faire le smartphone le plus petit Ouais. à l'époque où le Ouais. téléphone ne servait qu'à téléphoner. C'est ça, Et faire là quelque maintenant, chose de ça pratique. revient. Bah, donc, maintenant, oui. Ouais, bah. ça a presque un côté vintage en fait, ce truc-là. Bah ouais, parce que maintenant tu t'imagines plus du tout. Ouais, On oui. cherche tous à avoir, on crée des smartphones pliables pour avoir un écran plus grand. Donc là, tu t'arrives avec ça, tu fais wow. Donc voilà. Bon, première. C'est pour les schtroumpfs, en fait. Ouais, exactement. Premier objet. Deuxième objet, rien à voir. Sans transition, je vais parler de votre nombril. moi, j'adore ça, hein. Moi aussi, j'adore le nombril. J'ai deux passions dans la vie, la tech et les nombrils. Et ton nombril. Et là, ça combine les deux. Donc, ça, c'est un objet qui s'appelle Bello, qui va permettre de mesurer votre masse grasse. Et donc, ça, c'est une balance, hein, ça n'a rien à Ouais, voir. non, finalement, j'aime pas trop. en Votre masse grasse à partir de votre nombril, un capteur, voilà, donc là vous voyez le monsieur il est pas le content, monsieur, il est pas voilà, content, hein. il a mangé un peu trop pendant les fêtes peut-être. Oui, oui. Et bien grâce à cet objet que vous venez de voir, Bello, et bien vous allez le mettre au niveau de votre nombril, c'est un capteur, vous allez avoir un petit bouton dessus et ça va vous dire si vous êtes plus ou moins Mais c'est horrible. Enrobé. voilà, c'est ça, en 3 secondes Au cas seulement. où tu le verrais pas que t'es enrobé. Oui voilà, bon après c'est vrai que normalement tu as des indices, mais Oula, ça après, il y a des statistiques qui sont pas bonnes à voir. c'est là. ça, après voilà, Ah. tout est lié sur une appli et tout. Alors c'est un peu horrible, hein, c'est-à-dire qu'en 3 secondes, Ouais, ça peut t'es te dégoûté. déprimer. Voilà, ça. Dans l'appli, tu as des programmes de sport, tu as des Ouais, programmes de bien sûr. nutrition, etc. Tu peux dire si t'es vegan ou si t'es pas, ou si tu manges, ou autre allergie ou autre intolérance ou particularité alimentaire. Et en fait, ça fonctionne via un système d'infrarouge, en fait, tout simplement. Ça te dit pas si t'es enceinte, non? Alors non. D'ailleurs, c'est pas tu- le projet, c'est pas pour une échographie. Hein. C'est pour savoir si tu as beaucoup de masse graisseuse au niveau de ton corps et de ton ventre. Pour la ceinture abdominale, je trouvais ça assez étonnant.
pareil sur le prix, ça coûte quand même un petit peu cher. On est sur $170 pour l'instant et 343 quand ça sera à la vente. Ils estiment une arrivée en juin 2020. Ouais. Après voilà, je suis assez sceptique de ce genre de truc parce que c'est mais je vois pas trop à quoi ça peut servir parce qu'en général maintenant il y a plein de tu sais les balances. Oui, les balances bien sûr. qui calculent la masse musculaire, la masse graisseuse, enfin tous ces trucs là. Donc ça doit avoir sans doute un sens. Là, ils mettent surtout en avant le côté facile à transporter quand tu voyages. Bon après, est-ce que quand tu voyages, t'as vraiment envie de savoir si je me mesurais le billet, c'est tous les jours que tu vas te mesurer ton gras quoi. Voilà, surtout que à moins j'avoue que sur l'utilité peut-être oui. Je le fais une fois et je le jette le truc. Ouais, non mais voilà. Donc l'utilité pour le coup reste encore à montrer. Mais ça marche très bien. C'est pas notre produit préféré, Jérôme. Non. Ils ont récolté beaucoup d'argent, 200 000 € aussi. 200 000 €. Ouais, pour de récolter. Si tu peux éviter la prochaine fois ce genre de produit. Bon, dernier produit qui n'a rien à voir, c'est une balance connectée. Non, je rigole. Non, ça s'appelle. C'est un régime. Non, je rigole. Je vais me retenir. S'il te plaît. C'est un produit qui s'appelle Glamos. Glamos, qu'est-ce que c'est? Glamos ? Ouais, Glamos, c'est un produit qui te permet. C'est un thermos glamour. C'est non, ça. C'est pas ça. C'est un produit qui te permet de rendre n'importe quel écran tactile. Alors ça existe déjà, vous en avez sûrement déjà vu, tu le cales à ton écran. Celui-ci, en quoi il est différent? Déjà, la marque... mais ça, c'est bien, ça. Ouais, je trouve ça assez fou, en fait. Déjà, alors, ils mettent plusieurs usages en avant. Ils mettent le côté travail pour si tu as des présentations, le côté où tu peux jouer avec tes enfants, à l'école, si jamais tu as besoin de lire tes cours et de passer rapidement, tu peux le faire à la main, etc. Et ils se vantent d'avoir le plus grand rayon de projection tactile et de possibilité d'agir sur un peu ce que tu veux. Et ils te montrent ton ordi, ils te montrent avec une télé, avec un milliard de trucs. Moi, je rêve d'un truc qui te permette comme ça de tourner les pages ou de scroller tout en déjeunant, tu vois. Potentiellement, avec ça, tu pourras le faire en fait, parce que c'est après libre à toi de mettre les doigts sur l'écran. Là, tu vois le contrôle Netflix depuis sa télé, depuis avec ses mains, etc. Et comment ça marche? Eh bien, écoute, c'est de la reconnaissance. Écoute, je ne sais pas du tout. Non, mais c'est un laser qui est projeté. Il y a des capteurs. Tu sais quoi, en général, tu dis il y a des capteurs. Tout le monde non, il y a un laser qui est... Comment ça marche? Je ne veux pas te mentir, je ne suis pas ingénieur chez eux non plus. Oui, tu n'as pas décrypté le schéma technique. Non, c'est-à-dire que les brevets de ces trucs-là sont assez costauds en général. Je me suis quand même arrêté en bac+2. Non, mais c'est quoi? Il y a un rayon... Non, je pense que, très plus sérieusement, il y a un rayon qui est projeté et quand ton rayon... quand tu coupes le rayon, ça détecte un geste. Il doit y avoir l'infrarouge, un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, ils se vendent pas d'avoir réinventé le truc. Donc à mon avis, ça doit être plutôt classique. Ça coûte quand même 108 €. Voilà, faut le savoir. Ouais, mais ça, moi, j'achète. C'est vrai? Ouais. Écoute, ça sort en juillet 2020. T'as plus qu'à prendre ton mal en patience. Très bien. Parfait. Alors, pour Jérôme, le truc sur le nombril. Ouais, alors ça, j'ai bien noté. Le glamos pour quand il mange son hamburger. Mais ça peut être une évolution de la chronique, de ramener les objets en direct pour que vous les testiez. Moi, ça me ferait beaucoup. Oui. Tu veux vraiment qu'on n'ait plus aucune audience sur cette chaîne? Ça si on commence à montrer notre nombril, je ne suis pas persuadé qu'on fasse un carton. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jordan Cossino. Tu reviens la semaine prochaine? Avec plaisir. Ouais. On termine avec, bien sûr, notre question 01net Orange, vous le savez. On recevait tout à l'heure un invité passionnant sur la blockchain et justement, vous questionnez sur ce sujet. Savez-vous vraiment ce qu'est la blockchain? Eh bien voilà, on est actuellement à 44% de oui, 56% de non. C'est pas mal. C'est vrai. Pas mal. Mais les spectateurs de 01 TV sont... High level sur la blockchain. Bien sûr, bien évidemment. Continuez à voter, on fera le point la semaine prochaine. 01 Hebdo, votre rendez-vous tech tous les jeudis soirs sur 01 TV, multidiffusé tout au long de la semaine. Merci en tout cas d'être avec nous. Et tu te réveilles, il y a ton réveil qui sonne. Non, c'est parce qu'il faut rendre l'antenne. C'est la fin de l'émission. Voilà, c'est ça. Ok, oui, Cognac G. Oui, c'est fini. On y va, d'accord. Merci en tout cas de nous avoir suivis et à très bientôt. Salut à tous.